L'année 395 après Jésus-Christ marque un tournant décisif pour Rome. L'empereur Théodose vient de mourir et son empire s'effondre littéralement. Ses deux fils héritent d'un monde en décomposition. Arcadius, 18 ans, reçoit l'Orient avec Constantinople, tandis qu'Honorius, un gamin de 11 ans, se retrouve à la tête de l'Occident avec Rome. Le problème ? Aucun des deux n'a la moindre idée de comment gouverner un empire. C'est là qu'entre en scène un homme hors du commun. Flavius Stilicone, né vers 360 près de Constantinople, n'est pas romain au sens traditionnel. Son père était vandale, un de ces peuples que Rome appelait barbares. Sa mère, elle, était romaine. Ce mélange qui aurait dû le condamner à l'obscurité va au contraire faire de lui le personnage le plus puissant de l'Occident pendant 13 ans. Théodose, sur son lit de mort, confie ses deux fils à Stilicone. Le choix n'est pas anodin. Ce général a gravi tous les échelons de l'armée romaine, s'est illustré dans d'innombrables batailles et a même épousé Séréna, la nièce de Théodose. Stratège brillant, diplomate rusé, Stilicone est tout ce que les deux jeunes empereurs ne sont pas. Mais derrière cet arrangement se cache déjà le germe d'une tragédie. Stilicone prétend que Théodose lui a donné la régence des deux empires. Le problème ? Constantinople n'est pas d'accord. Ruffin, le préfet du prétoire à l'Est, refuse catégoriquement de céder le pouvoir à ce demi-barbare. La scission entre Orient et Occident, qui sera définitive, commence à ce moment précis. Stilicone se retrouve donc régent de l'Occident, seul face à des défis colossaux. L'Empire est attaqué de toutes parts. Les Goths, les Vandales, les Alains, tous ces peuples que Rome a repoussés pendant des siècles sentent le sang. Ils savent que Rome vacille. La situation est explosive. Depuis 382, Rome a conclu un traité avec les Goths. Ils peuvent s'installer dans les Balkans en échange de leurs services militaires. Mais les Goths ne sont pas des citoyens romains, et beaucoup de Romains les méprisent toujours comme des barbares. Ce mélange de ressentiment, de mépris et de dépendance militaire crée une bombe à retardement. En 395, Alaric, le chef des Wisigoths, se révolte. Il ravage la Mésie, puis la Thrace, puis la Macédoine. Stilicone prend la tête d'une armée et fonce vers l'Est pour l'affronter. Mais là, catastrophe, Arcadius lui ordonne d'envoyer une partie de ses troupes à Constantinople pour protéger la capitale orientale. Privé d'une fraction majeure de son armée, Stilicone ne peut qu'assister impuissant à la progression d'Alaric vers la Grèce. Et ce qui se passe ensuite illustre parfaitement les jeux politiques byzantins de l'époque. Les troupes que Stilicone a envoyées à Constantinople, commandées par le général goth Gainas, assassinent Ruffin en pleine revue militaire en novembre 395. Beaucoup murmurent que Stilicone a commandité le meurtre. Impossible à prouver, mais la coïncidence est troublante. En 397, Stilicone reprend la chasse. Alaric et ses Goths pillent le Péloponnèse. Corinthe tombe, Sparte est ravagée, Mégare est mise à sac. Seule Athènes échappe au massacre en payant une rançon colossale. Stilicone encercle les Goths, mais Alaric refuse obstinément la bataille rangée. Il joue la montre, évite les affrontements directs. Et là, coup de théâtre. Arcadius, conseillé par l'eunuque Eutrope, décide de régler le problème à sa manière. Il offre aux Wisigoths de nouveaux territoires et nomme Alaric Magister Militum per Illyricum, général des troupes illyriennes. D'un coup de plume, l'ennemi de l'Empire devient officier romain. Stilicone est contraint de négocier avec celui qui n'est plus l'ennemi que de l'Occident. Pire encore, Eutrope fait déclarer Stilicone ennemi public de l'Empire d'Orient sous prétexte qu'il est intervenu en Grèce sans permission. Le demi-barbare qui défend l'Occident est officiellement traître à l'Est. L'absurdité de la situation montre à quel point l'Empire est déjà divisé. Stilicone doit abandonner sa campagne contre Alaric. Une révolte éclate en Afrique. Gildon, le comte d'Afrique, se rebelle au milieu de l'année 397. L'Afrique, c'est le grenier de Rome, ses réserves de blé. Perdre l'Afrique, c'est condamner Rome à la famine. Stilicone n'a pas le choix. Il rentre en Italie et écrase la révolte. En 398, Stilicone franchit une étape supplémentaire dans sa stratégie. Il fait épouser sa fille Marie au jeune empereur Honorius. Ce mariage n'est pas qu'une alliance politique, c'est une fusion des familles. Stilicone devient officiellement le beau-père de l'empereur, renforçant sa mainmise sur le pouvoir. Pendant ce temps, Honorius grandit dans l'ombre de son beau-père. Certains disent qu'il reste faible.
incapable de décision, totalement dominé par Stilicone. D'autres murmurent qu'il n'a jamais réellement gouverné, que Stilicone tire toutes les ficelles depuis le début. En 402, face aux menaces croissantes, Stilicone prend une décision capitale. Il transfère la résidence impériale de Milan à Ravenne. Ravenne est une forteresse naturelle, protégée par des marécages et des remparts imprenables. C'est là qu'Honorius installe son palais, sa cour, son administration. Rome n'est plus le centre du pouvoir. Elle est devenue une simple ville, certes symbolique mais militairement secondaire. En 401, la situation explose. Alaric, qui s'est installé en Illyrie après son accord avec Constantinople, décide que l'Occident lui doit davantage. Fin 401 ou début 402, il franchit les Alpes avec son armée de Wisigoths et envahit l'Italie du Nord. La progression est fulgurante. Aquilée tombe, Milan est assiégé. L'empereur Honorius se retrouve piégé dans la ville. La panique s'empare de la cour. Stilicon, qui se trouve au nord pour recruter des renforcements en Gaule et chez les barbares d'Allemagne, fonce vers le sud. L'Italie ne dispose d'aucune force capable de résister aux Goths. Stilicon a vidé les garnisons pour constituer une armée. Il recrute des Alamans, qui étaient en train d'envahir la Rhétie, et les retourne contre Alaric. Il rassemble les légions gauloises. C'est une course contre la montre. Quand Stilicon arrive enfin, Alaric a pris Milan et Honorius s'est réfugié à Asti. Mais avant que la ville ne soit assiégée et l'empereur capturé, Stilicon fait son apparition, lourdement renforcé. Alaric bat en retraite vers l'ouest et installe son camp près de Pollentia. Le 6 avril 402, jour de Pâques, les deux armées s'affrontent. Alaric et ses Wisigoths célèbrent la messe, convaincus que les Romains n'attaqueront pas un jour saint. Ils sont chrétiens ariens, une branche du christianisme considérée comme hérétique par Rome, mais chrétien quand même. Stilicon confie le commandement à Saoul, un chef alain païen, peut-être pour éviter de ternir son nom en combattant un jour saint, peut-être par stratégie. Les cavaliers alains de Saul lancent l'assaut et prennent les Wisigoths totalement par surprise. Le combat est féroce. Les Alains tiennent d'abord, mais Alaric organise une contre-attaque dévastatrice. Saul est tué au combat, les cavaliers alains sont mis en déroute. La bataille semble perdue. C'est là que l'infanterie romaine entre en jeu. Stilicon les avait gardés en réserve au centre du dispositif. Maintenant, il les lance dans la mêlée. Les Romains effectuent une manœuvre d'encerclement brillante, repoussant les Wisigoths contre le mont San Vittore, qui descend à pic dans le fleuve. Les hommes d'Alaric ne peuvent pas se retirer, bloqués par le fleuve. Ils subissent des pertes terribles avant d'être mis en déroute. Les Romains pénètrent dans le campement wisigoth et récupèrent tout le butin des razzias réalisés depuis la bataille d'Andrinople. Plusieurs membres de la famille d'Alaric sont capturés. C'est une victoire retentissante pour Stilicon. Mais Alaric s'échappe avec la majeure partie de sa cavalerie. L'armée gothique, bien qu'affaiblie, reste suffisamment nombreuse pour qu'Alaric refuse d'évacuer immédiatement l'Italie. Il se retire vers la Pannonie, mais continue de mettre à sac les villes sur son parcours, évitant soigneusement tout affrontement sérieux avec les forces de Stilicon. Au début de l'été 403, les Wisigoths réapparaissent en Vénétie et assiègent Vérone. La ville est stratégique, elle contrôle les routes vers le nord de l'Italie. Alaric veut une victoire décisive. Stilicon, fort de son succès à Pollentia, regroupe ses forces et fonce vers Vérone. Il arrive avant que la ville ne tombe et encercle l'armée d'Alaric. Cette fois, la défaite des Wisigoths est totale. Alaric est presque capturé. Plusieurs de ses généraux, dont Sarus, Sigéric et Ulfilas, désertent mais rejoignent les Romains. Le roi goth humilié n'a plus le choix. Il accepte les termes de Stilicon et quitte l'Italie. La victoire est célébrée avec une pompe extraordinaire. Stilicon et Honorius organisent un triomphe à Rome, ces défilés grandioses qui rappellent les heures de gloire de la République. Stilicon et l'empereur défilent ensemble dans le même char. Exceptionnellement, les sénateurs sont exemptés de l'obligation de défiler à pied. Des jeux et spectacles somptueux sont organisés. C'est à cette occasion que les derniers combats de gladiateurs ont lieu à Rome, avant qu'Honorius ne les interdise définitivement. Pour Stilicon, c'est l'apogée. Il est le sauveur de Rome, le protecteur de l'Italie, le bouclier de l'Empire. On lui décerne le consulat ordinaire pour l'année 405. Des statues sont érigées en son honneur. Le poète Claudien chante ses louanges dans des panégyriques exaltés.
Mais cette gloire cache une réalité plus sombre. Pour vaincre Alaric, Stilicone a dû dégarnir les frontières. Les légions de Gaule et de Bretagne ont été rappelées en Italie. Le limer rhénan, cette barrière militaire qui protège l'Empire depuis des siècles, est dangereusement affaibli. Fin 405, une nouvelle catastrophe se profile. Radagès, un chef ostrogoth, franchit les Alpes à la tête d'une armée gigantesque. Les sources parlent de 200 000 hommes, un chiffre probablement exagéré, mais qui montre l'ampleur de la menace. Autour des Ostrogoths se regroupent des Vandales, des Burgondes, des Suèves, des Alains, des Hérules. C'est une coalition massive. L'armée de Radagès ravage la vallée du Pô, contourne Ravenne, traverse les Apennins et débouche en Étrurie. L'objectif est clair, Rome elle-même. La panique s'empare de l'Italie. À Rome, les païens, encore nombreux malgré la christianisation de l'Empire, accusent les chrétiens. Radagès est fidèle aux anciens dieux, disent-ils. Il triomphera parce que Rome a abandonné ses divinités protectrices. Les tensions religieuses explosent. Stilicon décrète une série de mesures d'urgence. Des provinciaux sont enrôlés sur la base du volontariat. Des esclaves sont intégrés dans l'armée avec la promesse de la liberté. Un impôt exceptionnel est levé pour payer les contingents barbares au service de l'Empire. Stilicon fait appel aux Huns d'Uldine et aux Goths de Sarus pour renforcer son armée. En dépit de tous ces efforts, Stilicon ne dispose que d'environ 15 000 à 20 000 soldats. Face aux hordes de Radagès, c'est dérisoire. Mais Stilicon compense le nombre par la stratégie. Radagès atteint Florence et pose le siège. Stilicon arrive avec ses forces, et les Goths sont contraints de quitter leur position d'assiégeants. Dans leur mouvement de fuite, ils provoquent l'affrontement autour de Fiesole, dans les collines au-dessus de Florence. Stilicon utilise la géographie à son avantage. Il encercle l'armée ennemie dans les hauteurs. Les Huns d'Uldine attaquent l'un des groupes d'Alains et de Vandales qui accompagnent Radagès et les massacrent. Les Goths de Sarus se battent contre leurs propres compatriotes. Stilicon maintient l'encerclement fermé, évitant autant que possible la confrontation directe. La famine éclate parmi les assiégés. Les barbares tentent à plusieurs reprises de s'échapper, toujours sans succès. Contraints par la faim, un grand nombre de soldats de Radagès se rendent. Le reste est massacré. Radagès tente de fuir, mais est capturé et décapité le 23 août 406. La victoire est totale. 12 000 prisonniers sont incorporés dans l'armée romaine ou vendus comme esclaves. L'afflux soudain d'esclaves goths sur le marché fait s'effondrer les prix. Pour les chrétiens, c'est la preuve que Dieu protège Rome. Le païen Radagès a été écrasé par la volonté divine. À Rome, la joie est immense. On décide de construire un arc de triomphe. Un monument est élevé sur le forum. Une statue en or et en argent est placée sur les rostres avec l'inscription « À Flavius Stilicon, clarissime et illustre, 2 fois consul ordinaire, maître des 2 milices, en raison de l'affection singulière qu'il a manifestée au peuple romain. » Stilicon est de nouveau célébré comme le sauveur de Rome et de l'Italie. Personne ne peut contester son génie militaire. Mais cette victoire a un prix terrible. Pour vaincre Radagès, Stilicon a dû rappeler des troupes de la frontière rhénane. Le 31 décembre 405 ou 406, un hiver exceptionnellement rigoureux gèle les eaux du Rhin. Ce qui est normalement une barrière infranchissable devient un pont de glace. Des hordes de Vandales, d'Alains, de Suèves franchissent le fleuve près de Mayence. Les Francs ripuaires, dotés du statut de Lette, défendent presque seuls la frontière. Ils résistent courageusement, mais ils sont submergés par le nombre. Le roi des Vandales, Godegisel, est tué au cours de la bataille de Mayence, avant que l'intervention des Alains de Respandial ne submerge les défenseurs. Les envahisseurs se déchaînent en Gaule sans aucun plan, tournant en tous sens. Les armées romaines ne parviennent pas à les arrêter. Worms, Mayence, Cologne et les autres places fortes de la frontière sont prises et mises à sac. Certains barbares se fixent sur le Rhin. Les autres ravagent la Gaule pendant 2 ans, avant de passer en Espagne en 409. Cette catastrophe marque un tournant. Pour la première fois depuis des siècles, Rome perd définitivement le contrôle de territoires majeurs. La Bretagne, coupée du continent, acquiert un statut d'autonomie de facto. Les Pictes et les tribus irlandaises s'y installent. En 440, les Saxons seront appelés à l'aide.
permettant une mainmise germanique sur l'île. Et ce n'est pas tout. En 407, un usurpateur, Constantin III, traverse de Bretagne en Gaule avec les dernières troupes romaines de l'île. Il établit sa propre autorité et contrôle bientôt la Gaule et l'Espagne. Le départ des légions de Bretagne préfigure la perte définitive de cette province. Stilicon, malgré ses victoires, se retrouve dans une position de plus en plus précaire. L'opposition à sa politique devient de plus en plus forte à Ravenne. Ses succès militaires ont un revers. Il a recouru massivement au recrutement de mercenaires barbares. Les troupes régulières romaines, en majorité gauloises et hostiles aux officiers germaniques, ne lui font plus confiance. Un parti anti-barbare se développe à la cour. Olympius, un sénateur ambitieux que Stilicone avait pourtant protégé, devient le leader de cette faction. Il jalouse l'influence de Stilicone et sape lentement sa renommée auprès de l'empereur. En 407, Stilicone se prépare à utiliser Alaric contre l'usurpateur Constantin III en Gaule. Alaric, qui avait occupé l'Épire en prévision d'une campagne en Orient, n'a reçu aucune compensation pour l'annulation de cette expédition. Il occupe le Noric et exige le versement de 4000 livres d'or. Olympius utilise cette situation pour monter les esprits contre Stilicone. Il répand la rumeur que le régent veut aller à Constantinople pour renverser Théodose II et mettre son propre fils Eucher sur le trône. Eucher est le petit-fils de Théodose par sa mère Serena. La rumeur est crédible, même si probablement fausse. Après la mort de Marie en 407, Honorius épouse la seconde fille de Stilicone, Termantia, au début de l'année 408. Ce mariage renforce encore les liens familiaux entre Stilicone et l'empereur. Mais il nourrit aussi les soupçons. Stilicone cherche-t-il à créer une nouvelle dynastie? Veut-il que son fils Eucher devienne empereur? Le 13 août 408, Olympius déclenche son coup. Les troupes impériales régulières se soulèvent à Pavie quand Honorius leur demande d'aller combattre Constantin III. Une émeute éclate, dirigée contre les officiers germaniques. Plusieurs hauts dignitaires impériaux sont massacrés. C'est un pogrom anti-barbare en règle. Terrifié par ce déchaînement de violence, Honorius, sur les conseils d'Olympius, condamne les victimes et pardonne les assassins. L'empereur, isolé par le mécontentement de l'aristocratie romaine et par la fronde des troupes régulières, abandonne Stilicone. Les fédérés barbares poussent leur général à se retourner les armes à la main contre Honorius et Olympius. Stilicone a l'armée pour le faire. Ses troupes lui sont fidèles, bien plus qu'à la cour d'Occident. Il pourrait marcher sur Ravenne, renverser Honorius, s'emparer du pouvoir. Mais Stilicone refuse. Au camp de Bologne, contre l'avis de ses généraux, il refuse de mener une armée principalement barbare contre l'empereur légitime. C'est peut-être sa plus grande erreur, ou peut-être sa plus grande preuve de loyauté. Il quitte Bologne pour Ravenne, où se sont retranchés Honorius et Olympius. Sous prétexte que Stilicone chercherait maintenant à renverser Honorius au profit de son fils, Olympius obtient de l'empereur l'ordre de placer le régent aux arrêts. Averti, Stilicone se réfugie avec ses proches et ses domestiques dans l'enceinte protectrice d'une église de Ravenne. Le 22 août 408, les soldats d'Honorius entrent dans l'église. Ils promettent à Stilicone qu'il ne sera pas exécuté, juste placé en détention. Stilicone sort de l'église. C'est un piège. L'ordre d'exécution arrive immédiatement. Stilicone est décapité sur le champ, dans la ville même qu'il avait choisie comme capitale pour protéger l'empereur. Son fils Eucher est également exécuté. Serena, l'épouse de Stilicone et nièce de Théodose, sera étranglée quelques mois plus tard, sur ordre du Sénat, à l'instigation de Galla Placidia, la sœur d'Honorius. Honorius répudie immédiatement Termantia, la fille cadette de Stilicone. L'armée est épurée de ses éléments germaniques. Un soulèvement anti-goth provoque le massacre des familles des fédérés barbares. Les soldats romains présents dans les villes tuent les femmes et les enfants des barbares, pillent leurs biens. Olympius devient préfet d'Italie. Il lance une politique intolérante contre les barbares et les non-catholiques. Un édit écarte les païens et les ariens des postes de l'administration et de l'armée impériale. L'élimination de Stilicone ne résout aucun des problèmes de l'Empire. Au contraire, elle accélère sa chute. Les fédérés barbares d'Italie, cantonnés à Bologne, rejoignent massivement l'armée d'Alaric. Les 12 000 prisonniers de l'armée de Radagèse qui s'étaient enrôlés dans l'armée romaine désertent. Une partie des milliers d'esclaves issus de la capture de cette même armée
gonfle également l'effectif d'Alaric, portant ses forces à 30 000 têtes. En octobre 408, Alaric marche sur Rome. Il prend le prétexte qu'Honorius refuse de lui verser les 4000 livres d'or que le Sénat lui a accordés. En réalité, il sait que Rome n'a plus de protecteur. Stilicone est mort et personne n'a le génie militaire pour le remplacer. Alaric bloque le Portus Augusti, où se trouvent les granges à blé. Rome, affamée, doit lui verser une rançon pour qu'il lève le siège. Des négociations s'ouvrent sans résultat probant. Un deuxième siège suit, entrecoupé de négociations. Alaric encercle une troisième fois la ville. Le 24 août 410, presque 2 ans jour pour jour après la mort de Stilicone, la première ville de l'Empire tombe. Les Wisigoths mettent Rome à sac. Alaric, chrétien, ordonne simplement d'épargner les églises. Mais le reste de la ville est pillé pendant 3 jours. Le sac de Rome est vécu comme un désastre symbolique sans précédent. Rome n'avait pas été prise depuis l'invasion des Gaulois en 387 avant Jésus-Christ, soit près de 800 ans auparavant. La nouvelle se répand dans tout le monde méditerranéen. Saint Jérôme, réfugié à Bethléem, écrit « La ville qui avait conquis l'univers a été conquise. Les païens accusent les chrétiens. Si Rome est tombée, disent-ils, c'est parce qu'elle a abandonné ses anciens dieux. » Saint Augustin écrira « La cité de Dieu », en partie pour répondre à ces accusations. Non, dit-il, Rome n'est pas tombée à cause du christianisme. Rome est tombée à cause de ses propres péchés, de sa corruption, de son déclin moral. Stilicon reste l'un des personnages les plus contrastés de l'histoire romaine. Diplomate hors pair et héros militaire pour les uns, traître pour les autres, parangon de la défense de Rome ou demi-barbare, corrompu selon les points de vue, le fait est qu'il a maintenu l'Empire d'Occident debout pendant 13 ans. Ses victoires à Pollentia, Vérone et Fiesole ont repoussé des invasions qui auraient pu détruire Rome bien plus tôt. Il a recruté et intégré des milliers de barbares dans l'armée romaine, non par idéologie, mais par nécessité. L'Empire n'avait plus assez de citoyens romains prêts à se battre. Cette politique philo-barbare lui a valu l'animosité des élites romaines, notamment au Sénat. Il voyait en lui un dangereux précédent, un barbare à la tête de Rome. Peu importait qu'il soit légalement citoyen romain, qu'il ait épousé la nièce de Théodose, qu'il ait sauvé Rome à 3 reprises. Son origine vandale le condamnait. Le paradoxe de Stilicone, c'est qu'il était à la fois trop romain et trop barbare. Trop romain pour les peuples germaniques, qui voyaient en lui un serviteur de l'Empire. Trop barbare pour les Romains traditionnels, qui ne pouvaient accepter qu'un demi-vandale détienne autant de pouvoir. Sur le plan religieux, le débat fait rage. Arien d'éducation, il s'est mis au service du très catholique Théodose. Il a soutenu le christianisme nicéen et combattu à la fois les ariens et les donatistes. Mais il a aussi détruit les livres sibyllins en 405, provoquant la rage des païens. Était-il chrétien convaincu ou opportuniste politique? Difficile à dire. Ce qui est certain, c'est que sa mort a marqué un point de non-retour pour l'Empire d'Occident. Après lui, aucun général n'aura son envergure. Flavius Constance réussira à reprendre Arles en 411 et à soumettre les Wisigoths, mais ce ne sera qu'un sursis. Les Vandales et les Suèves s'installent en Espagne en 409. Honorius leur accordera le statut de fédérés en 412, reconnaissant de facto qu'il ne peut plus les expulser. En 418, les Wisigoths fondent le royaume de Toulouse. En 429, les Vandales traversent en Afrique du Nord et prennent Carthage en 439. En 476, le dernier empereur d'Occident, Romulus Augustule, sera déposé par Odoacre. L'Empire d'Occident aura survécu 68 ans à Stilicone, mais c'est un empire fantôme, réduit progressivement à l'Italie seule, puis à rien. Les historiens débattent encore de savoir si Stilicone aurait pu empêcher cette chute. Probablement pas. Les forces en jeu étaient trop puissantes. Mais il a retardé l'inévitable, donnant à Rome quelques années de répit supplémentaires. L'histoire de Stilicone est une tragédie au sens classique du terme. Un homme exceptionnel, placé dans une position impossible, détruit par les forces mêmes qu'il essayait de contenir. Ses origines, qui auraient dû le condamner à l'obscurité, l'ont porté au sommet. Mais ces mêmes origines ont nourri les soupçons et la méfiance qui l'ont finalement détruit.
Ces victoires militaires ont renforcé sa position, mais ont aussi créé une dépendance aux troupes barbares qui a horrifié l'establishment romain. Son refus final de marcher contre Honorius montre soit une loyauté inébranlable à l'Empire, soit une naïveté fatale. Peut-être les deux. Il avait l'armée, il avait le soutien des troupes, il aurait pu renverser Honorius et se proclamer empereur. Mais il a choisi de ne pas le faire. Pourquoi? Par respect pour la légitimité impériale? Par crainte de déclencher une guerre civile qui aurait achevé l'Empire? Parce qu'en tant que barbare, il savait qu'il ne pourrait jamais être accepté comme empereur légitime? On ne le saura jamais. Ce qui est certain, c'est que sa décision lui a coûté la vie. Et elle a coûté à Rome son dernier grand général. Olympius, l'homme qui a orchestré sa chute, sera déposé quelques mois plus tard et finira exilé en Dalmatie. Il n'aura pas le talent de gérer les crises qu'il a contribué à créer. Honorius, qui a ordonné l'exécution de son beau-père et sauveur, sera incapable de défendre Rome. Il restera cloîtré à Ravenne, organisant des fêtes et des plaisirs pendant que l'Empire s'effondre autour de lui. Après sa mort, Stilicone a été largement oublié par l'histoire populaire. Les chroniqueurs chrétiens, comme Orose, l'ont dépeint de manière ambiguë. Les païens, comme Zosime, ont été plus favorables, voyant en lui un dernier rempart contre le chaos. Le poète Claudien, son contemporain et admirateur, a laissé des panégyriques enthousiastes. Mais Claudien, païen lui-même, a probablement été assassiné en même temps que Stilicon, son protecteur. Le diptyque en ivoire de Monza, qui représente Stilicone avec sa femme Serena et leur fils Eucher, reste l'une des rares représentations visuelles du général. On y voit un homme d'une cinquantaine d'années, maigre, de haute stature. La figure est énergique mais ne présente pas le type romain classique. La barbe allongée, taillée en pointe, rappelle plutôt les représentations des saints dans les mosaïques de Ravenne. Cette image résume parfaitement le personnage. Quelqu'un entre deux mondes, ni tout à fait romain, ni tout à fait barbare, chrétien mais pas au-delà de tout soupçon, général brillant mais politicien vulnérable. Si l'histoire de Stilicone nous enseigne quelque chose, c'est la fragilité du pouvoir et le danger de la xénophobie en temps de crise. Stilicone était exactement ce dont Rome avait besoin. Un général compétent, un stratège brillant, un homme capable de naviguer entre les factions romaines et barbares. Mais Rome ne pouvait accepter qu'un demi-barbare soit son sauveur. L'orgueil et les préjugés ont détruit le seul homme capable de la défendre. 2 ans après sa mort, Rome brûlait. Le parti anti-barbare, en éliminant Stilicone, croyait purifier l'Empire. En réalité, il a poussé des milliers de soldats germaniques fidèles à Rome dans les bras d'Alaric. Il a privé l'Empire de son meilleur général au moment où il en avait le plus besoin. L'ironie ultime, les barbares que Stilicone avait intégrés dans l'armée romaine étaient fidèles à l'Empire tant que Stilicone vivait. Après sa mort, ils sont devenus ses ennemis. Ce n'était pas la politique philo-barbare de Stilicone qui était dangereuse, c'était son assassinat. Stilicone est mort comme il avait vécu, en serviteur loyal de Rome, jusqu'à l'absurdité. Il aurait pu se sauver, aurait pu prendre le pouvoir, aurait pu fuir. Il a choisi de rester, de se rendre, de faire confiance aux promesses de l'empereur qu'il avait servi pendant 13 ans. Cette confiance lui a coûté la tête. Mais elle témoigne aussi d'une foi inébranlable en l'Empire, même quand cet empire le trahissait. Dans les annales de l'histoire, Stilicone mérite une place parmi les grands généraux de Rome. Pas au niveau de Scipion l'Africain ou de Jules César, certes, mais certainement aux côtés de Marcellus ou de Bélisère. Un homme qui a défendu un empire mourant contre des forces qui le dépassaient, qui a gagné des batailles qu'il aurait dû perdre, qui a maintenu debout un édifice en train de s'effondrer. Le fait qu'il ait été d'origine barbare rend son histoire encore plus remarquable. Il prouve que Rome, même dans son déclin, conservait cette capacité extraordinaire d'intégrer, d'absorber, de romaniser. Stilicone était romain non par le sang, mais par choix, par culture, par loyauté. Sa mort marque non seulement la fin d'un homme, mais la fin d'une possibilité. La possibilité d'un empire romain qui aurait pu survivre en s'adaptant, en intégrant, en transformant ses anciens ennemis en nouveaux citoyens. Après Stilicone, cette voie était fermée. Le parti anti-barbare avait gagné, mais sa victoire était une victoire à la Pyrrhus. 2 ans après la décapitation de Stilicone,
Rome brûlait sous les torches d'Alaric. Le barbare que Stilicone avait vaincu 2 fois, qu'il avait négocié, qu'il avait manipulé, revenait pour sa vengeance. Mais ce n'était pas la vengeance d'Alaric sur Stilicone. C'était la vengeance de l'histoire sur Rome qui avait tué son dernier défenseur. Stilicone a sauvé Rome 3 fois. Rome l'a remercié en le décapitant. C'est peut-être la meilleure illustration de pourquoi l'Empire d'Occident devait mourir, non pas à cause des barbares, mais à cause de Rome elle-même.